Même en tant que tailleur qualifié, il lui arrivait de rencontrer des commandes qu'il refusait. Allongé sur la table de coupe se trouvait le fils d'un chef de gang local. Il venait d'être touché à l'abdomen lors d'une fusillade et saignait abondamment. Le tailleur n'avait jamais imaginé que son entreprise prendrait de l'ampleur ici. Mais sous les tirs, il n'eut d'autre choix que d'obéir. Malgré son air effrayé, ses mains cousaient avec une stabilité surprenante, comme si le costume était une pièce de haute facture. Cependant, les ennuis ne s'arrêtèrent pas là. Le confident du chef de gang lui avait laissé une cassette, lui demandant d'en prendre soin. Le tailleur l'en empêcha, prétextant qu'il ne voulait pas s'en mêler, mais qu'il n'avait plus le choix. Après le départ de son confident, le tailleur alluma calmement une cigarette. Le poisson m'a attrapé l'oreille, maintenant, tout dépend de la profondeur de l'eau. Un instant plus tard, le jeune maître se réveilla. Il remercia le tailleur de lui avoir sauvé la vie et, en retour, lui révéla le secret de la cassette. Il y a eu une taupe dans le gang récemment, et la cassette en est la preuve. En entendant cela, le tailleur dit calmement, « Les gens comme vous ont forcément des doutes. Il aurait pu s'agir d'un membre de la famille, mais ce n'en est pas un. » Il avait depuis longtemps remarqué la querelle entre le jeune maître et son acolyte. « J'ai quelque chose à vous dire, patron. » « Allez-y », il semblait déterminé. « Je suis un gangster. J'ai acheté des informations à vos ennemis et j'ai demandé au Bureau national d'enquête d'implanter cette fourmi ici. » L'atmosphère se calma, mais le tailleur savait que les soupçons avaient été semés, il ne lui restait plus qu'à leur donner un petit coup de pouce. L'acolyte revint, mais le tailleur ouvrit la porte, sa timidité reprenant son cours normal. Effectivement, dès que l'acolyte ouvrit la porte, il trouva le jeune maître prêt à en découdre. Il l'humilia sans relâche, la tension grandissant, et l'acolyte finit par perdre patience. L'acolyte réprima sa colère, ce n'était pas le moment de discuter avec cet idiot. La cassette avait disparu et le conflit s'envenima rapidement. Tout en parlant, l'homme de main attrapa sa ceinture, où il tenait également une arme. Le jeune maître était mort, et le tailleur était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que les choses se déroulent aussi vite. L'homme de main commença à fouiller les placards à la recherche de la cassette. Juste à ce moment, les phares d'une voiture clignotèrent dehors, signalant l'arrivée du chef de gang. Désespéré, l'homme de main attrapa sa ceinture, où il tenait également une arme. Il suggéra de cacher le corps du jeune maître dans la boîte. La sonnette retentit de plus en plus rapidement et le tailleur prit une grande inspiration. Il avait gagné la première manche. Ayant éliminé le jeune maître par la main de l'homme de main, la suggestion était hors de propos, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La question était de savoir à qui emprunter le couteau ensuite. Lorsque le chef entra, l'homme de main venait de terminer le nettoyage de la scène du crime. Il feignit une accolade et un salut nonchalant, mais le chef s'inquiétait pour son fils. Le mensonge était criant, et le patron devint méfiant. Il sortit et appela ses hommes à la recherche du jeune maître. Ses gardes du corps, lassés d'attendre, étaient assis sur une caisse en bois. Le sang de l'homme de main et du tailleur se glaça, car le corps du jeune maître était désormais dans l'armoire. Après l'appel, le patron était en émoi, et l'homme de main saisit l'occasion pour s'engager à risquer sa vie pour aller retrouver le jeune maître. Le tailleur ne savait pas ce qu'il essayait de dire, mais il savait que son confident n'était pas prêt à le trahir, il cherchait simplement un bouc émissaire pour la mort du jeune maître. Après son départ, le tailleur retourna à son travail, tandis que le patron semblait perdu dans ses pensées. Un instant plus tard, le patron entra dans l'atelier du tailleur, offrant son arme en signe de confiance. Il demanda au tailleur s'il avait entendu parler des costards, un gang établi de longue date. Récemment, ils avaient prévenu le patron qu'une taupe avait aidé le FBI à installer une écoute téléphonique, à enregistrer des preuves et à transmettre les informations à leur ennemi juré, La Fontaine. Les enregistrements étaient déjà en leur possession, et un simple jeu aurait permis de découvrir la taupe. Mais maintenant, le jeune maître ayant mystérieusement disparu et les enregistrements manquant, le tailleur écouta calmement avant de poser finalement sa question. Il réalisa alors que le manteau du jeune maître était toujours accroché là. On était en décembre, et Chicago était glacial, personne ne partait sans son manteau. Sur l'ordre du patron, le garde du corps pointa déjà son fusil sur sa tête. Avant qu'il ait pu terminer, quelqu'un d'autre apparut à la porte cette fois, une fille. Il s'avéra que c'était l'assistante du tailleur, et ils étaient comme père et fille. Récemment, le tailleur avait remarqué qu'elle se rapprochait du jeune maître et avait tenté de l'en dissuader. Mais la jeune fille refusa d'écouter et, dans un accès de folie,
Elle l'emmena même à la boutique pour un rendez-vous galant. Elle était désormais devenue le bouc émissaire choisi par son acolyte. Le tailleur paniqua. La jeune fille était la seule personne à laquelle il tenait, mais son acolyte était déterminé à le piéger. Le patron interrogea personnellement la jeune fille et découvrit que son père avait été l'un des siens, mais ce lien n'inspirait aucune sympathie. Tandis qu'on escortait la jeune fille dans l'arrière-boutique, le tailleur perdit son sang-froid. Il se souvint soudain de l'incendie qui avait emporté sa fille. La situation était totalement différente de ce qu'il avait imaginé. Soudain, le téléphone sonna. Il se souvint soudain de qui cela pouvait être. Qui que ce soit, c'était sa seule chance de survie. Puis, fou de joie, il courut prévenir le patron. Quoi? Le visage de l'acolyte était incrédule, tandis que le tailleur était impeccable. Le patron ressentit une vague de soulagement, mais son empressement obscurcit son jugement, le poussant à croire au mensonge du tailleur. Le patron l'ignorait, mais son confident, lui, le savait. Le corps du jeune maître était toujours là, alors comment pouvait-il le retrouver? Il trouva un prétexte pour rester et, une fois le patron parti, il sortit son pistolet et le pointa sur le tailleur désarmé et la jeune fille. Son confident comptait les réduire au silence et les accuser de la mort du jeune maître, mais le tailleur perdit son humilité habituelle. Il s'avéra que la traîtresse était la jeune fille, et il l'avait déjà compris, elle détestait la bande. Sous prétexte de sortir avec le jeune maître, elle lui volait en réalité des informations. Il vendit ces informations à La Fontaine, espérant économiser suffisamment d'argent pour fuir cette ville sombre. Pour se protéger, il contacta secrètement le FBI et installa un micro dans la boutique du tailleur. Si le FBI parvenait à démanteler la bande, il n'aurait plus rien à craindre. Mais il n'avait pas prévu que son secret serait découvert. Son confident enquêtait constamment sur le traître, et ce n'était qu'une question de temps avant que les indices ne le mènent jusqu'à lui. Une inspiration soudaine le frappa et il parla simplement de la cassette à La Fontaine, espérant que les deux bandes s'entretueraient et qu'il récolterait le butin. Le tailleur découpa calmement le costume qu'il était en train de coudre. Il avait délibérément dissimulé la bande, éveillant les soupçons du jeune maître. Dès l'instant où l'homme de main l'abattit, la situation commença à se dénouer. L'homme de main était tenté. Après tout, il avait déjà tué le fils du patron, et dissimuler sa culpabilité était impossible. Défection lui permettrait non seulement de sauver sa vie, mais aussi de remplacer le patron. Après son appel, la jeune fille revint sur l'offre de La Fontaine, offrant un prix substantiel pour la bande. Il était déjà tard dans la nuit, et 1 heure plus tard, La Fontaine renouvelait dûment le contrat, signifiant la mort du patron. Tout le monde aurait été ravi qu'il abandonne, mais l'homme de main cupide en voulait plus. Il voulait non seulement prendre le contrôle de la bande du patron, mais aussi de La Fontaine avec lui. Le tailleur comprit que ce jeu de destruction de scénario avait atteint son paroxysme. La Fontaine fit venir 2 gardes du corps pour récupérer la bande cruciale. Pendant ce temps, l'homme de main se cachait dans l'arrière-boutique, son arme chargée. La Fontaine ne perdit pas de temps et demanda à ses hommes de déposer l'argent sur la table tandis que la jeune fille s'approchait lentement. Au signal, l'homme de main jaillirait et tirerait. Au moment où il allait tirer, le tailleur l'interrompit. Ce geste indiquait un homme et une arme dans l'arrière-boutique. La Fontaine se souvint aussitôt de ces paroles et les répéta. L'homme de main, stupéfait, projetait d'attaquer l'arme en premier. La jeune fille avait raison, il était vraiment stupide. Maintenant, avec plusieurs armes pointées les unes sur les autres, la situation était de nouveau dans l'impasse. Non, les balles étaient clairement chargées. Ce moment d'hésitation lui coûta la vie. En réalité, le tailleur avait agi avec imprudence, tout comme lorsqu'il avait accidentellement donné un coup de pied dans l'armoire, exploitant une faiblesse fondamentale de la nature humaine. La Fontaine prit la cassette et partit, satisfait. Le tailleur et la jeune fille s'assirent sur le canapé, célébrant leur échappée belle et leur punition inattendue. La question finale était donc, comment expliquer cela au costume? Sous le regard stupéfait de la jeune fille, le tailleur sortit un micro contenant l'enregistrement de toute la soirée. Il s'avéra qu'il avait monté le coup. L'enregistrement qu'il avait remis était un faux, et l'information reçue par le gang était également fausse. Le plaignant ignorait leur existence. L'expéditeur de la lettre était le tailleur lui-même, qui avait percé à jour le plan de la jeune fille et, discrètement, depuis des mois, projetait de l'aider à réaliser son rêve. La jeune fille lui proposa de l'accompagner, mais il refusa. Il prétexta qu'il était âgé et préférait une vie paisible et solitaire. Après avoir renvoyé la jeune fille,
le tailleur entreprit les derniers détails, aspergea d'essence la boutique qu'il avait laborieusement construite, alluma une allumette et brûla toutes les preuves ainsi que les accessoires. Ce soir-là était son œuvre la plus fière, mais la perfection peut être recherchée, mais jamais atteinte. Étonnamment, son confident n'était pas encore complètement mort et se releva lentement derrière lui. À court de balles, il sortit un couteau à cran d'arrêt. Le tailleur tenta de s'enfuir, mais il n'y eut pas d'échappatoire. Ayant tout perdu, son confident l'entraînerait inévitablement dans sa chute. À ce moment-là, le tailleur soupira, apparemment prêt à accepter son sort. Mais l'histoire prit alors un tournant décisif. Il retira lentement son manteau, remonta ses manches, un tatouage, jamais vu auparavant, fut révélé. C'était la raison pour laquelle il s'était enfui à l'étranger, cachant son identité. Mais, contre toute attente, il n'y a pas de refuge.